Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu joues ou quoi. Cette semaine, je reçois l'auteur grenoblois Yoann Goupy. En 2019, il sort son premier jeu, Queens, en collaboration avec Bruno Cathala. Une belle première expérience qu'il récidive en fin d'année dernière avec la sortie d'Orichalk. 2023 est très riche pour Yoann Goupy. Il enchaîne les productions en co-autorat avec Théo Rivière, Gilles Lafargue ou encore Corentin Lebras. Les jeux Faraway et Nautilus Island ont déjà marqué cette rentrée du mois de septembre. Direction le café ludique Le Décalé, où Yoann est venu présenter plusieurs de ses jeux lors d'une belle après-midi d'été. Alors je suis au café ludique Le Décalé au Havre avec Yoann Goupy qui nous fait le plaisir de passer par la Normandie. Bienvenue Yoann. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Et puis, effectivement, de passage au Havre après des vacances en Normandie. Un grand plaisir de découvrir Le Décalé. Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir ici. Ça faisait beaucoup plus loin pour moi pour aller à Grenoble, donc ça m'arrange. Oh, c'est bien, si c'est possible de faire ça, c'est une bonne après-midi au Décalé, là, une bonne ambiance, c'est très agréable. Ouais. Alors, tu as une actualité ludique vraiment depuis, on va dire, fin d'année 2022 qui est très riche. Très riche, voilà, beaucoup de sorties. Orichalk, Rainforest, Roa, Elawa, Le Prince des Ours, Oui. voilà, à peu près depuis, on va dire, fin d'année 2022. Et une actualité encore 2023, encore riche. Donc ça, on va y venir. Ouais. Mais je voudrais déjà revenir sur finalement ton premier jeu. Ouais. Celui qui t'a mis le pied à l'étrier. From the Moon. Ouais. Donc ça a démarré un petit peu plus tôt. Donc raconte-moi un petit peu tes débuts d'auteur. Ouais, alors mes tout débuts d'auteur, finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. 2017, je me rends compte que je veux faire des jeux. Qu'est-ce que je veux faire ? Je pars en faisant un gros jeu de gestion. Même moi, j'avais du mal à simuler 2-3 joueurs, tellement c'était énorme. Il y en avait trop, il y en avait partout. Ça, plusieurs auteurs vont se reconnaître un peu là-dedans, où en fait, finalement, on fait des jeux où il y en a peut-être 3-4 jeux en un seul jeu, il y en a trop. Et puis, finalement, à force d'épurer, et puis aussi de discuter avec d'autres auteurs, comme Bruno Cathala, justement, avec qui j'ai pu échanger très rapidement au début, du coup, j'ai pu affiner tout ça assez rapidement. Et ce premier jeu qui était en fait Les Maîtres de Lazare, c'était le premier élan thématique qui était là, qui était en fait une vraie proposition thématique. Je me suis retrouvé en 2019 à le proposer à un éditeur, la boîte de jeux, qui croit en ce jeu-là, mais qui croit en une partie du jeu, et il fallait le retravailler. Et donc du coup, effectivement, ce jeu-là a mis du temps à être généré, on va dire, une genèse assez longue. Et puis en plus, une fois qu'il a été signé donc, à la boîte de jeu, il y a eu 2 versions assez importantes qui ont été faites. Donc voilà, c'est un jeu quand même qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup mûri avec le temps. Et c'est un jeu donc, du coup, qui a eu une campagne de financement participatif sur Kickstarter en février cette année. Voilà, donc ça aboutit cette année. Ouais, là. c'est ça. Voilà. Donc on a mis beaucoup de temps, après il y a eu la phase d'illustration et tout, et puis là maintenant, ça y est, pour de vrai, il est là, quoi. Donc le premier bébé sort maintenant. Mais c'est ton premier jeu imaginé, donc direct tu t'attaques à du lourd. Voilà, c'était un peu la complexité, c'est-à-dire que là, en fait, en sachant pas où on veut aller, c'est juste par amour du jeu, du gros jeu de gestion, en fait, hein, c'était vers là qu'on est allé, mais avec Gilles Lafargue, donc mon co-auteur qui m'a rejoint dès le premier mois, en fait, dans l'aventure. On s'est lancé là-dedans, et puis après, derrière, on s'est réparti un peu les tâches, et on a compris, en fait, la complexité de faire un jeu, d'autant plus la complexité de faire un gros jeu, en fait, finalement, hein, c'est à la fois plus facile de faire un gros jeu, dans le sens où on peut mettre plein de choses, mais c'est plus difficile dans le sens où il y a beaucoup de variables à gérer, en fait. C'est un petit peu la complexité. Par rapport à un plus petit jeu familial, où à l'inverse, il faut être extrêmement limpide, et c'est presque l'idée qui raconte le jeu, en fait, l'idée simple. Et donc là, ça marche ou ça marche pas. Là, à l'inverse, c'est ça. Et donc, voilà. Et très rapidement, avec Gilles, finalement, on s'est mis à faire un deuxième jeu, très rapidement en parallèle, qui était tout l'opposé, un peu le grand écart, un jeu, si on veut, un jeu enfant, très simple, La Pêche des Ours, donc Le Prince des Ours. C'est Le Prince des Ours, ouais. La Pêche des Ours, sorti chez Ozu. Chez Ozu, effectivement, en fin d'année dernière, en novembre. Et là, pour le coup, c'est vraiment un acting game, donc un jeu d'action, adresse et rapidité, où il faut pêcher des poissons. Alors on dit, voilà, jeu de pêche, t'en as vu plein. Ah oui, mais là, tout le sens du jeu, c'est qu'il faut pêcher à travers une banquise, avec des trous. Et les trous de la banquise
sont plus petits que la taille des poissons. Donc il va falloir le pêcher le plus vite possible, mais pas trop rapidement quand même, sinon les poissons retombent dans l'eau. Et donc du coup, il va falloir être le plus agile possible pour faire passer délicatement les poissons à travers Un les petit trous. côté Docteur Maboul. Ouais, il y a Vous un êtes petit inspiré. côté, ouais, tout à fait. Il y a un petit côté Docteur Maboul avec des petits objectifs et tout ça. Et donc ça, c'est à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour les plus petits. Donc Ça, c'est marrant, en fait, passer de l'un à l'autre avec, Ben, avec ton acolyte, d'un ouais, jeu ouais. plus expert à Ouais. un jeu enfant. Bah en fait, finalement, quand j'ai fait plusieurs jeux avec Gilles, et Gilles, c'est quelqu'un qui est très fort dans le côté matériaux des jeux, et moi, j'étais plutôt parti, alors on savait pas trop où on allait à ce moment-là, hein, donc j'étais parti plutôt sur l'aspect mécanique, game design du jeu, mais en termes d'intégration des variables et tout. Et donc, sur From the Moon, maintenant, hein, c'est le nom du jeu qui va sortir, là où, effectivement, sur un jeu de gestion comme ça, en fait, c'est énormément lié, finalement, à l'intégration des mécaniques, tout ça. Et donc finalement, on s'est dit, bah tiens, on pourrait partir aussi sur un jeu plus familial, où là, l'expérience de jeu compte toujours, hein, c'est toujours très important d'ajuster l'expérience de jeu par rapport au public qu'on veut avoir, mais le côté matériel sur ce jeu-là était vraiment prégnante, était vraiment très importante, et donc du coup, on s'est retrouvé à avoir un équilibre à deux jeux, à avoir du coup, beaucoup d'interactions. Et voilà. Et puis après, on a fait un troisième jeu ensemble qui sortira en septembre, mais cette fois-ci que en GSS. On a trouvé une maison d'édition Méga Bleu qui nous a réalisé un jeu agilité rapidité. On en reparlera certainement plus tard, mais Ça s'appelle comment? T'as le nom déjà? Oui, Jumping Jack. Jumpy Jack. On fait sauter les kangourous en les tapant par-dessous pour essayer de les amener chez soi, etc. Un jeu enfant, du coup. Oui, 4 ans et plus aussi. Ok. Ouais. Bon, on reviendra après aux jeux qui vont sortir à la rentrée. Il y en aura pas mal, je crois. Je reviens sur From the Moon. C'est donc le premier jeu qui est sorti de ta tête. Je crois que tu as gagné un concours de proto avec ce jeu. Oui, très rapidement avec Gilles, on s'est dit il faut emmener le jeu jusqu'à l'édition en fait. Donc c'était pas le but, c'était pas juste de faire un jeu, c'était de faire un jeu qui allait toucher un public. Et donc on s'est posé plein de questions. Donc c'est une des parties pourquoi on a été voir Bruno Catala qui nous a aidé à comprendre un petit peu mieux le monde ludique. Et puis en contrepartie, on a aussi essayé donc des différents festivals. Donc le festival de Grenoble, vu qu'on habitait là-bas, c'était extrêmement simple. Donc la première année, en fait, on a essayé, on a remporté donc le concours du festival de Grenoble. Donc ça, c'était un bon point. Et puis la deuxième année, donc en 2018, on a même essayé le concours directement du festival de Cannes. À ce moment-là, ils faisaient des concours sur dossier. Donc on avait envoyé tout un dossier, tout ça. Et on avait été pris. Alors il y avait, je sais plus combien, une trentaine ou une cinquantaine de jeux qui étaient pris. À notre grande surprise, on avait été pris. Donc on avait une table spéciale à ce moment-là. C'était plus pour ceux qui connaissent le festival d'aujourd'hui, c'est plus au même endroit. Hein. C'est dans une autre pièce. Voilà. Donc on était là, on avait une table réservée. Moins bruyante. Un peu moins bruyante, un peu moins chaude aussi, c'est sûr. Mais, Aussi. ça. On voit les gens qui ont l'expérience aujourd'hui des nouvelles salles. Et ça avait permis quand même d'ouvrir certaines portes. Mais il y avait des éditeurs qui passaient quand même et qui venaient voir les jeux. Donc en fait, on avait pu quand même toucher des gens. Et effectivement, ça avait quand même payé à la fin. Peut-être tu peux me donner un peu le pitch du jeu? Alors dans From the Moon, effectivement, tout part du constat que on a merdé un peu sur la Terre, on a fini de consommer ce qui était consommable, de polluer ce qui était polluable, et donc l'humanité s'en doit d'essayer d'aller survivre ailleurs et à préparer donc une base lunaire, parce que la gravité étant plus faible sur la Lune, c'est plus facile de faire décoller des missions spatiales depuis la Lune pour aller essayer de coloniser d'autres horizons. Alors là, en l'occurrence dans ce jeu-là, on va essayer d'aller coloniser Titan, Europe, voilà, pour des astres connus, et Mars, bien sûr. Donc on pourrait dire que c'est un préquel vers Terraforming Mars. Hein, on est sur la Lune, on est différentes factions sur la Lune, et on va préparer ces différentes missions d'exploration vers ces 3 futures colonies. Et il va falloir faire contribuer au développement de ces missions-là et les faire décoller le plus rapidement possible, et tout en marquant un maximum de points. Et puis dernier point important, vu que c'est quand même un jeu de gestion où la partie personnelle est importante, il va falloir aussi bien participer au développement de la surface lunaire, en développant en outre notre base. Et c'est aussi comme ça qu'on va faire pas mal de points de victoire à Vendée, au fait, etc., etc. Pour revenir au début, comment c'est venu cette idée de jeu et comment tu t'es lancé en fait? Parce que j'imagine que tu étais forcément joueur depuis quelques années sans doute. Comment à un moment donné tu te dis, eh ben moi aussi je vais me lancer dans la création d'un jeu, déjà en plus expert, tu avais une thématique en tête, tu adores les jeux plutôt d'espace. Les jeux d'espace, c'est venu dans un deuxième temps. L'idée prégnante qu'on voulait, c'était de faire évoluer les choses en fait. Donc, faire évoluer les ressources, faire évoluer les personnages. C'est ce qui est resté un petit peu la mécanique centrale de From the Moon. C'est quoi? C'est qu'on va crafter, on va faire évoluer des équipes d'astronautes.
à ce moment-là, c'était vraiment ce qui était prégnant. On a eu plusieurs prototypes avec, mais ça a toujours été faire évoluer des Gugus en fait, quoi. Faire évoluer des spécialistes, tout ça, les améliorer, qui deviennent niveau 1, niveau 2, etc., qu'ils aient des spécialités, etc. C'était ça l'enjeu. Comment ça a commencé pour moi? Tout simplement en allant sur un festival, je me suis retrouvé dans une protozone. J'ai vu des gens qui avaient créé des jeux. Je me suis dit, putain, c'est génial. Et l'année après, je suis retourné et je me suis dit, oh, c'est génial. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant? Parce que je me suis rendu compte que j'avais aussi envie moi-même de créer des jeux. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Et il y a un thème qui me plaisait énormément. Il y a eu des gens qui ont eu un coup de cœur pour ce thème-là. Mais bon, finalement, ça ne sera pas celui-là qui sera retenu. Mais c'était les artisans de Lazare. Donc c'était les artisans qui faisaient développer des choses. Donc au début, on récupérait du bois qu'on transformait en menuiserie. La menuiserie pouvait devenir de l'ébénisterie, etc. Donc on faisait évoluer les ressources vers ça. Et après, on a fait non pas évoluer les ressources, mais évoluer les personnages qui faisaient, etc., etc. Et donc on avait tout un système d'évolution, etc., qui était très bien, mais certainement extrêmement complexe. On partait vers un jeu énorme. Et donc finalement, on a retravaillé un petit peu tout ce jeu au fur et à mesure du temps pour garder quand même l'essence du jeu et puis avoir une proposition beaucoup plus punchy, pour pas faire un vieux jeu à l'allemande en fait, comme on avait pu connaître et aimer. Moi par exemple, j'ai adoré ces jeux-là, mais qui aujourd'hui dans un univers ludique de 2023 c'est pas qu'il n'a pas sa place, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile à proposer. Et avoir un jeu beaucoup plus punchy, on a un jeu qui est quand même très expert, mais qui va se jouer en 1 heure et quart, qui est très très punchy, avec des stratégies de rush, des stratégies beaucoup plus de construction, etc. Donc beaucoup plus ouvert aussi, beaucoup moins téléguidé, si j'ose dire, en fait. Très très profond. Alors j'ai eu des joueurs qui m'ont dit oui, j'ai joué, je me dis que oui, effectivement, la profondeur de ce jeu-là est assez grande. Je pense que c'est impossible de faire 2 parties qui ont la même physionomie. C'est impossible en fait. Je pense que c'est très très difficile en fonction de ce qui sort. Et des factions renouvelables, etc. Et donc voilà. Après avoir signé avec la boîte de jeu, on a changé l'histoire en fait. C'est vraiment nous qui avons proposé modification du jeu, mécanique, mais aussi des histoires qui arrivaient derrière. Et puis là, la boîte de jeu, eux nous ont donné un petit peu l'envergure, quoi, le terrain, où est-ce qu'il y en avait un peu trop ou pas assez, etc. Et là, on a pu retravailler. On a créé des factions, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 11 factions qui sont disponibles, tout équilibré, etc. Donc... Oui, puis quand on se lance sur Kickstarter, après, c'est vrai qu'on imagine forcément des choses à agrémenter. Oui, il y a une anecdote comme ça qui est assez rigolote, puisque je me retrouve en vacances avec des amis, enfin avec tout notre groupe d'amis, mais c'était à la montagne, et je reçois un message de mon éditeur qui me dit au fait, ce sera pas 8 mais 11 factions qu'il faut mettre. Est-ce que tu as 3 factions là comme ça pendant 2 semaines? Et j'étais pris de court parce que oui, j'avais des idées, mais en fait tu crées pas 3 factions dans un jeu hyper complexe avec plein de variables comme ça en un claquement de doigts. Il faut tout tester. Il faut réfléchir, oui. Et donc je lui réponds, et donc il y a eu un quiproquo. Il pensait que je les avais fait, alors j'avais dû dire que j'avais des idées pour ça. Et donc effectivement, donc après on s'est mis au travail. On a fait ces 3 factions. Donc tu as eu 15 jours pour faire 3 factions de plus? Non, un peu plus de temps. Non, j'ai négocié plus de temps. Comme c'est quand même un bébé assez lourd, on va dire. Mon credo, c'est quand même de faire toujours bien les jeux, les faire correctement pour que le joueur qui utilise le jeu puisse avoir un maximum de profondeur et pas avoir un jeu cassé, en fait, un jeu qui dit ouais, en fait, il faut que j'appuie sur ce bouton-là, ça marche. Non. Donc du coup, on a fait les choses correctement. On a essayé de les tester, de les retester pour donner aussi un élan différent. Et puis que les bakers aient quelque chose d'un petit peu différent, quoi. Donc les gens ont les 8 factions de base et s'ils ont pledgé jusqu'au bout, effectivement, ils ont les 3 factions supplémentaires qui sont un peu différentes. Alors là, Kickstarter, tu dis c'était en mars, donc là il y a eu 2200 contributeurs et plus de 150 000 € levés. Là, le jeu, il est prévu pour quand dans l'idéal et comment ça se passe la suite? Alors, je crois que le jeu était prévu, comme c'était noté sur le site web, pour février 2024. À mon avis, ça risque d'être même un peu plus tôt parce que les choses se passent bien. On verra, j'espère. Bon, février ou avant. Ces choses pourraient même arriver. On l'aura au Festival de Cannes l'année prochaine. Oui. Ça, c'est sûr. J'espère. Essen, ce serait bien. Mais... Essen, ça va être un peu dur. Difficile. Ce serait bien. Ce serait une belle surprise, mais j'y crois moyen. On va revenir, du coup, ça c'est ton premier jeu imaginé, mais donc pas le premier édité. Non. Il y a eu le premier jeu édité, et le premier jeu édité, c'est avec Bruno Cathala pour le coup. C'est ça. Queens. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Bruno Cathala? Parce que tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est quand même pas banal de sortir son premier jeu avec Bruno Cathala. Alors, oui, peut-être. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. En fait, l'histoire est unique, finalement, à chaque histoire unique, on dira. Mais là, comment ça s'est vraiment passé, c'est que... donc, je reviens sur le fait qu'on se posait beaucoup de questions avec Gilles. Et le but, tout de suite, a été d'avoir un jeu qui va jusqu'au monde de l'édition pour pouvoir toucher un public le plus large possible. Et on voyait bien que c'était compliqué, que ce n'était pas si simple que ça d'arriver à faire...
une proposition qui soit cohérente et qui à la fin puisse toucher tout de suite un éditeur. Donc j'ai pris le parti de contacter des auteurs connus autour de moi. J'ai fait une petite liste. Le premier c'était Bruno Catala, j'ai envoyé un mail, très rapidement j'ai reçu une réponse, j'ai dit oula, ça répond bien. Super, faut oser comme cette quoi. personne elle est très, très ouverte, donc on a discuté un peu par mail, il dit bah écoute, viens tel soir à Parce que vous êtes assez voisins, je oui, crois. on Même est région. pas très loin. Oui, on est à 1h30 de route, donc c'est quand même pas, c'est pas très très loin. Il m'a dit écoute, passe, on essaiera le jeu. Donc il y avait plusieurs personnes, on a essayé. Et tout le monde a dit ah oui, c'est pour un premier élan, c'est pas mal et tout. Donc on a continué après à discuter du jeu, après à discuter d'autres jeux, parce que comme j'avais dit, il y a d'autres jeux qui sont arrivés après en parallèle. Je pense que d'ailleurs pour un auteur, c'est bien de faire plein de jeux en parallèle pour arriver à... Ouais, tu bosses sur plein de protos en fait. Ouais, petit à petit, il y a eu plein de protos qui sont venus. Et puis à un moment donné, avec Bruno, il y a eu l'envie commune de faire un jeu. Et puis voilà, donc on a formé Queens ensemble, on a travaillé dessus. Alors là, pour rien cacher, quand c'est tes premiers jeux comme ça, Bruno il va très très vite, il est excellent. Donc en fait, il faut arriver à tenir comme un wagon derrière une loco. Il faut arriver à tenir le vent, quoi. Et voilà, donc j'espère avoir tenu à peu près. Ça m'a permis d'engranger un maximum d'expérience. Hyper formateur, ouais, j'imagine. Hyper formateur. Qu'est-ce oui. qui t'a peut-être donné comme conseil ou qu'est-ce qui a fait que derrière ça a peut-être déclenché d'autres choses chez toi? Bruno, il est très dans le. On échange beaucoup sur le fonctionnement du monde ludique et tout. Et puis la manière dont il fait les choses, je dirais pas qu'il est pédagogue, mais il donne tout. Donc en fait finalement, si tu es à l'écoute et que tu regardes ce qui se passe, tu peux t'imprégner de beaucoup de choses en fait. Et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Donc c'était très très agréable de faire ce travail-là avec lui, très enrichissant, très constructif pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Et puis après, on a même récidivé avec Orichalk. Ah oui, alors du coup voilà, pareil, c'est comme ton prénom, on sait pas trop comment le Ah prononcer. bah écoute, oui c'est ça. Alors, moi je préfère qu'on dise Johan. Alors j'ai entendu Johannes toute ma vie, donc bien sûr moi je préfère quand on dit Johan et je dis Orichalk, pardon. Et Bon bah donc on est sur la même longueur, donc ça va. Donc effectivement, Queens sorti en novembre 2019. Ouais. Après le futur jeu, c'était 2022. C'était le Covid en fait. Voilà, donc il C'était s'est le Covid. passé. Oui, bien sûr. Effectivement, on Ouais. sait tous ce qui s'est passé, bien sûr. Ouais. Mais ce qui fait que du coup, derrière, c'est Ouais. la queue leu des sorties de jeux. Bah c'est ça, parce qu'en fait le Covid ayant repoussé plusieurs sorties, parce que je signais à ce moment-là assez peu de jeux, mais je signais quand même quelques jeux. Et avec le Covid, il y a eu beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit, et à raison je pense, là c'est une très mauvaise période, vaut mieux pas y aller, etc. Donc on a repoussé un peu. Ce qui fait que finalement ça m'a un peu compressé certaines sorties, sachant qu'en fait les jeux qui devaient sortir fin 2022, ils avaient toute raison de sortir en fin 2022, ou début 2023 ou en 2023. Et donc finalement on a un peu un bouchon là, donc j'ai effectivement pas mal de sorties ces derniers temps. Ça risque de se calmer un peu par la suite ensuite. Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce que je disais, beaucoup de jeux qui se suivent à quelques mois d'écart. Ouais. Et alors, du coup, aussi, ce qui est frappant, c'est le nombre de collaborations. Beaucoup de jeux avec d'autres auteurs. Donc, Bruno Catala, bien sûr, on l'a cité. Tu as cité aussi Gilles Lafargue. On a Théo Rivière, Corentin Lebras. C'est tout pour le moment, ou il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est ce qui est. Sur les jeux sortis, oui. Voilà. Alors, pourquoi tout ça et donc, tous les co-auteurs avec qui j'aime travailler et avec qui je continue à travailler aujourd'hui, c'est que moi, j'aime beaucoup interagir, en fait. J'aime beaucoup interagir, j'aime beaucoup partager, co-créer. C'est ce qui me remplit en fait. C'est une partie de ce pourquoi je fais des jeux. Et donc, je cherche en permanence des nouveaux co-auteurs avec qui j'aime travailler, avec qui le courant passe, avec qui on a envie de partager la même chose. Et donc, oui, ça marche avec plein de personnes en fait. Ça marche avec plein de personnes. En ce moment, je travaille beaucoup par exemple avec Joachim Thone, qui est un ami maintenant. Je vais des fois à Bruxelles travailler avec lui, des fois il vient à Grenoble. Donc voilà, on partage. Après, il y a d'autres co-auteurs. Avec Corentin aussi, on a fait beaucoup de jeux ensemble. Il y en a beaucoup qui vont encore venir par la suite. Faraway qui va sortir aussi en septembre, etc. Il y a des gens avec qui ça marche très bien, et des gens avec qui finalement ça marche bien, on a les envies de refaire un, etc. Après, il faut trouver le temps. Il y a des gens avec qui ont le temps. Donc, comme je suis un passionné direct, du coup, si on a beaucoup le temps, on fait plein de jeux. Si on n'a pas beaucoup le temps, on fait un jeu, puis on en fera peut-être un autre plus tard, etc. Ça dépend un petit peu des gens. Ok, ouais, puis quand ça match, du coup, ça donne envie d'en refaire. C'est toujours un peu grisant. C'est ça. C'est effectivement quand ça marche, et puis qu'on a passé des bons moments, et puis que le jeu nous plaît. À la fin, on a envie de recommencer, quoi. En fait. Et du coup, Théo et Corentin, pareil, par exemple, tu les as démarchés un peu comme pour Bruno, ou ça s'est passé comment? Corentin, ça s'est fait assez naturellement. On a discuté, on s'est dit tiens, il faut qu'on se voit, et puis quand on s'est vu,
on s'est dit bon, faut qu'on fasse un jeu. Et puis parce qu'en fait, on s'est dit, en fait, on aime les mêmes types de jeux, on aime les mêmes types de mécaniques, etc. Donc c'était assez naturel, assez fluide en fait. Alors qu'on n'a pas du tout le même type de game design, mais pourtant on est très complémentaires. Donc en fait, c'est assez, enfin moi de mon point de vue, peut-être qu'il dirait quelque chose de différent, mais en tout cas, mon point de vue à moi, c'est que c'est très fusionnel, quoi. Théo, c'était un petit peu différent parce que Théo, on s'est dit qu'il fallait qu'on discute. Comme il est à Bruxelles, déjà, c'était plus dur, hein, c'était moins direct. Alors que Corentin est à Valence, donc c'est moins d'1 heure de route pour moi, donc c'est quasiment la porte à côté. Et puis Théo, en fait, on s'est dit ça, puis on l'a pas fait. Puis après, on s'est envoyé le message, il faut qu'on le fasse, machin. Et puis on a essayé quelque chose, et puis un truc, et puis un machin. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on essaie quand même de faire vraiment quelque chose. Puis Théo, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde du jeu, qui a des idées, qui a une vision du jeu assez précise, etc. Donc finalement, une fois qu'on s'est mis à travailler, une belle overview qu'il peut avoir et une belle intensité que j'ai pu amener, naturellement, il y a eu beaucoup de projets qui sont amenés et il va y avoir encore d'autres projets, dont aussi un autre projet qui va sortir en septembre. Ouais, on va en parler. Alors je reviens juste sur Roa, effectivement, la première collaboration avec Théo. Apparemment, pour lui, c'est un de ses jeux les plus initiés qu'il ait fait. Finalement, tu l'as peut-être un peu initié à côté un peu plus expert. Comment ça s'est fait un petit peu ça s'est fait assez échange-là ? Ça s'est fait assez naturellement. En fait, je pense que même Théo, il a apporté de la simplification à Roa, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais parti dans un peu plus expert. Et c'est vers ça, en fait, où j'ai trouvé la force de Théo, c'est de dire ça marche, mais si on pouvait réduire un peu, on va toucher encore plus de personnes. Et en fait, effectivement, il avait raison, ça devient un peu moins compliqué. Parce que moi, généralement, j'ai pas trop de mal à faire des jeux compliqué. C'est plutôt la problématique, c'est d'arriver à affiner, à simplifier un petit peu. Ah, c'est étonnant, d'accord, ok. C'est donc, plus dur pour toi de faire des jeux plus simples. Maintenant, ça va mieux, mais à ce moment-là, c'était moins facile. Mais effectivement, et là, Théo, du coup, il a eu, on a eu des envies, et en fait, on a créé ce jeu-là quasiment intellectuellement, en fait, presque sans le tester. Alors, attention. Je rentre plus dans les détails. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a discuté philosophiquement, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent, etc. Donc vraiment, en termes d'expérience de jeu, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, etc. Après, en fait, j'ai fait le classique fichier Excel que j'aime bien faire. Donc on a créé le jeu sous fichier Excel. Donc là, attention, aucune partie de test. Hein. Là, on était dans le flou total. Après, on a converti ça dans un fichier, cette fois-ci graphique, en fait, si on veut. On a imprimé, on a testé, et quasiment c'est marché. On a fait une version, donc on a fait évoluer un petit peu le jeu, mais quasiment c'est marché tout de suite. Donc c'est presque un jeu qui est tombé en marche. C'était plutôt sur le travail de mécanique que vous avez travaillé ou déjà il y avait déjà une thématique ? Non, il y avait tout aussi. Qu'est-ce qu'on voulait raconter dans le jeu en fait ? D'accord. Il y avait tout ça. Donc en fait finalement, on a vraiment préparé le travail en amont très très profondément en fait. On a vraiment fait ça sérieusement, de manière en fait, on avait une idée assez précise de où on voulait aller en fait. Qu'est-ce qu'on voulait donner aux joueurs ? Et après on a converti et ça a presque marché tout de suite. Et ça c'était assez grisant parce qu'on s'est dit quand le jeu est tombé en marche, je reprends l'expression. On s'est dit, c'est ça qu'on veut. Et donc on s'est dit, quel éditeur on veut ? Et en fait, on n'a pas été voir 8 éditeurs, un seul. On a dit, on veut Grogame. On a été les voir, ils ont dit, on veut faire ce jeu. Donc en fait, ce jeu est un enchaînement de oui direct, oui direct, oui direct. En fait. Et donc c'est assez grisant de le voir aussi aujourd'hui qui trouve son public et que les gens qui me disent, oh, c'est limpide, c'est direct. Et je leur dis, bah oui, mais c'est ça depuis le début avec ce jeu-là. Il n'y a pas eu de tergiversation. Oh là, je suis pas arrivé là. Super, bravo. Je suis presque pas arrivé. Et voilà, donc ce jeu est très direct depuis le début et c'est ça qui fait du bien aussi, hein, des fois. Je vais rebondir sur ce fait que tu dis, vous êtes allé chercher Grogame. Pourquoi c'était une évidence d'aller chercher Grogame ? Je connaissais déjà. Alors vous êtes de Grenoble, a priori, hein, ça a aussi un lien. En fait, moi j'ai beaucoup aimé Nid d'Avenir de Serge Auger. Et donc, à un moment donné, en fait, j'ai dit, ça serait vraiment un jeu qui irait bien dans la continuité de ça. Tous les deux, on avait aimé aussi la charte graphique, qu'est-ce qu'avait amené Grogame et tout. Donc, cette patte, hein, on va pas utiliser ce terme-là parce que graphiquement, il y a ça. Et donc, du coup, en fait, quand on allait voir Flo et Céline de Grogame, quand on a vu le coup de cœur, le coup de foudre qu'ils ont eu pour le jeu, en fait, ça fonctionnait. Et derrière, on était totalement en confiance pour savoir où allait le jeu, etc. Et finalement, on ne s'est pas trompé, puisque le jeu aujourd'hui, moi, j'ai absolument rien à dire sur ce qui est rendu. Il n'y a pas de graphique, comme tu dis, aussi, avec leur graphiste interne, hein, je crois. Hein. Oui, voilà. Alors, tout à fait, c'est un jeu qui a été... on voit qu'il y a le nom de la graphiste, donc Valéria Nollet, dessus, ce qui est assez rare, mais du coup, comme elle a travaillé assez fortement du coup sur l'assemblage graphique, c'était quand même assez important de la faire apparaître, à mon sens en tout cas. Oui, très très bien. C'est vrai que tu as raison, c'est bien de le mentionner, c'est un gros boulot aussi de cette partie-là. Alors, je vais revenir peut-être sur qu'est-ce qui t'inspire en fait un peu, parce que c'est vrai que les jeux, c'est plutôt une mécanique, c'est plutôt un thème, quelque chose que tu vois, une visite, on parlait tout à l'heure des plages de débarquement en disant tiens, peut-être une idée de futur jeu. Qu'est-ce qui va t'inspirer, parce que tu es parti dans des thématiques quand même assez variées.
quand même, entre Rainforest, Prince Alors des Ours. les thématiques, Rainforest, il a changé un peu, mais pas trop. Roa, il a été adapté. Moi, j'ai quand même beaucoup de jeux où la thématique a évolué, en fait. Évolué ou été changé par l'éditeur, ça peut arriver. Moi, ce que j'aime beaucoup, plus que la thématique, c'est vraiment la sensation de jeu, en fait. En fait, j'essaie d'intérioriser qu'est-ce que moi, en tant que joueur, j'aimerais bien ressentir quand je vais jouer à ce futur jeu. Et donc, du coup, après, j'en découle, ou au moins j'essaye d'en découler les mécaniques qui sont liées, et j'essaie de créer le jeu autour. Et après, si à travers ce chemin-là, j'ai une histoire, donc un thème, une histoire thématique qui vient raconter ça, bah c'est parfait, j'y vais. Et si j'en ai pas trop, bah, j'essaie de trouver quelque chose. C'est pas le meilleur des cas, on est d'accord. Parce que souvent, c'est dire que il va falloir essayer de trouver mieux, ou il va falloir retravailler ça avec l'éditeur, etc. Donc des fois c'est pour le bien, et des fois on fait ce qu'on peut. Et il y a des mécaniques comme ça que tu n'as pas encore explorées, que tu te dis j'aimerais absolument faire tel type de jeu, enfin telle mécanique dans un jeu. Ouais. Je l'ai déjà dit à plusieurs côtés, je dis moi je voudrais arriver à faire un jeu. J'adore par exemple jouer à un jeu qui s'appelle Diplomatie par exemple. C'est un vieux jeu dans lequel il faut collaborer entre ennemis bien évidemment pour pouvoir prendre le pouvoir sur des trucs, sauf qu'il y en a qu'un de nous deux qui va y arriver, et donc il va y avoir à un moment donné, il va falloir que je fasse croire qu'on est amis, et à un moment donné il va falloir se trahir, voilà. Il y a des mécaniques comme ça, en plus j'aime beaucoup la partie simultanée, enfin bon il y a des choses, et j'aimerais bien recréer que ça, alors non pas sur un jeu qui dure 5 ou 6 heures comme Diplomatie, qui est super pour les gros joueurs, mais en fait qui est imbuvable pour la plupart, mais faire un jeu très tac au tac, un truc très direct, ou qui soit un peu moins méchant et du coup qui soit un peu plus direct, un peu plus sympa aussi. Voilà, j'aimerais bien arriver à créer, peut-être, j'ai pas de belles idées là-dessus, mais j'aimerais bien arriver à créer quelque chose là-dessus. Ouais. Ok, alors on va parler quand même de l'actualité 2023, parce qu'il y a des jeux à sortir. Donc tu parlais de la rentrée. La rentrée va être chargée, a priori. Il y a plusieurs choses. Ouais. J'ai vu Nautilus Island avec Théo Rivière. Tu m'en parles un peu ? Eh ben Nautilus, tout à fait. Nautilus, donc chez Funny Fox, également comme Rainforest, un de mes jeux de fin d'année dernière. Nautilus Island, qui devait être prévu pour ce premier semestre, finalement était reporté, un problème graphique, il a fallu qu'on retravaille une partie du graphisme par rapport au Nautilus lui-même, voilà, c'est sûrement un point de détail. C'est un jeu de collection, en fait on voulait faire avec Théo un jeu de collection dans lequel on faisait un truc un peu malin, c'est-à-dire que l'ordre de priorité de prise de cartes va dépendre de la séquence du tour. C'est-à-dire que si tu décides de prendre beaucoup de cartes, tu rejoueras tardivement le tour d'après. Si à l'inverse tu prends peu de cartes, tu vas rejouer très tôt le tour d'après. Toute l'histoire, tu dis ok, bah, c'est simple ton truc. Oui, mais tout le tempo il est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu prends ou poses des cartes, je dis prendre mais c'est pareil pour poser, en fait soit tu prends, soit tu poses des cartes, donc soit tu prends peu de cartes ou soit tu poses peu de cartes, et au moment donné où tu poses des cartes, eh bien tu vas gagner des bonus. Et ces bonus ne seront plus accessibles pour les autres. Donc est-ce que tu veux prendre beaucoup de cartes pour à terme essayer de faire la plus grosse collection possible, mais dans ce cas-là tu risques d'être sans bonus, ou essayer de poser qu'une seule carte, et donc peut-être c'est pauvre à la fin, mais par contre tu auras quand même le bonus tout de suite. Et puis le truc qui vient chapeauter un peu le tout, ça va être de clore ces collections. En fait on peut avoir qu'une seule collection de type habit, une seule type de collection outils, etc. etc. Et donc à n'importe quel moment donné, quand tu viens mettre une carte, au moins une carte dans cette collection-là, tu peux décider de dire je la clôt. Et si tu la clôt, tu ne pourras plus mettre de cartes dans cette collection-là. Par contre, évidemment, les cartes pour clore ces collections-là vont avec des points s'amenuisant. Donc c'est-à-dire que si jamais tu as une collection à 5, c'est 10 points directs qu'il faut là. Par contre, après, tu ne pourras plus rajouter de cartes, etc. Et donc, il y a des points pour les collections à 4, 3, 2, 1. Et donc voilà, c'est à la fois un jeu de collection, mais c'est un jeu de course effrénée dans lequel il va falloir essayer beaucoup d'interaction et puis de dilemme, quoi. De choix. Voilà. Et de faire les bons choix, surtout au bon moment en fait. Le but, c'est que les bons choix, tu peux en faire tout le temps, mais par contre, le bon choix au bon moment qui va être critique pour les autres, c'est vraiment ce côté redoutable du jeu qui moi me plaît beaucoup. Ok, bah ça, il peut bien ça. On a hâte de tester. Il y aura donc Faraway avec Corentin Lebras. Donc avec aussi, Corentin, c'est pour septembre aussi, je crois. C'est pour septembre aussi, chez Catch Up Game. Voilà, avec Nimro au pinceau. C'est un jeu auquel personnellement j'ai un coup de cœur. Il y a des jeux dans lesquels effectivement en tant qu'auteur on joue et des jeux qu'on rejoue tout le temps. Moi Faraway j'y joue tout le temps, j'adore ça, j'adore la charte graphique qui a été faite, et puis c'est ultra simple, on peut presque le jouer avec tout le monde, et puis c'est retors parce que quelque part il faut arriver à explorer un territoire en 8 cartes et le scorer dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on dit attends, qu'est-ce qu'il vient de dire ? J'ai pas compris du tout. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait du coup ce qui va se passer c'est que les cartes qui vont te servir à débloquer les autres vont se jouer généralement
en fin de partie. C'est comme un jeu combo, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu mets pas en place ta combo et ensuite tu prends les gros scoreurs. C'est l'inverse, tu essayes de mettre les gros scoreurs au début et tu essayes de les valider pour qu'ils fassent le maximum de scores après. Donc c'est un petit peu dans l'autre sens. Ouais, ça va retourner le cerveau, ça. Et c'est dans l'autre sens, c'est pour ok. ça. D'ailleurs, le nom du proto, c'était Reverse. Donc l'idée, c'était ça. C'était vraiment ça. C'est un aller-retour. C'est un aller-retour. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est un aller-retour et donc c'est vraiment ça. Et on voit d'ailleurs quand on fait une partie, à la fin de la partie, on retourne toutes les cartes, on les révèle une par une, de manière à avoir visible que les cartes et on part de la dernière carte qu'on vient de poser. Et donc on voit en fait petit à petit son univers qu'on a construit à l'aller se révéler devant nous et se scorer petit à petit. C'est un petit peu le sel du jeu aussi. Ok, et un jeu assez rapide pour le coup aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est un filler, donc c'est ce qu'on aime beaucoup faire avec Corentin, des fillers. Je ne sais pas si vous avez vu Elawa. Elawa, c'est ça aussi, c'est des jeux toniques, rapides, avec de la combo dedans, des fillers. Genre, en gros, je viens de faire un jeu de 2 heures, j'ai envie de me faire un jeu de 3/4 d'heure. Allez, on se fait un petit jeu de 20 minutes. C'est ça, je sors ça. Et des jeux aussi qui permettent de mettre le pied à l'étrier peut-être à des non-joueurs aussi. Tout à Parce fait. qu'effectivement, nous, en tant que joueurs, quand on a des non-joueurs qui veulent « Ah bah tiens, tu nous montres un jeu », on ne sait jamais trop quoi sortir si on est habitué aux gros jeux. Et là, c'est des jeux finalement qui sont assez faciles à expliquer, comme Elawa, mais très profonds. Et là, pour le coup, personne ne peut s'ennuyer, même un joueur initié, on va dire. Ouais, il y en a pour tout le monde, effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y en a pour tout le monde. Et puis surtout, moi, en tant que joueur, ce que j'aime, c'est pouvoir me dire que je vais me faire 10 parties du jeu, et ce sera 10 parties différentes. Ce que je veux, c'est, dans ces fileurs-là, c'est qu'il y ait de la profondeur. Nous, ce qu'on aime avec Corentin, c'est Fantasy Realms. On a joué et rejoué. Et dans Fantasy Realms, tu vas tenter des trucs et des trucs de fou. Et parce que chaque partie va être un peu différente et tout. Bah, c'est ça, en fait, ce qu'on veut faire. Et c'est ça, je pense qu'on a essayé de créer dans Far Away, ce qu'on a essayé aussi de créer dans Elawa. Et dans Far Away, pour le coup, ça marche. On a vraiment cette sensation de filler tonique où à la fin, tu dis « Ah, faut que j'en fasse une. » Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir, d'autres jeux à sortir d'ici la fin de l'année ? Alors oui, si on prend dans l'ordre chrono, en septembre normalement aussi il sort. Alors cette fois-ci en GSS, donc c'est plutôt Cultura, plutôt King Jouet. Voilà, c'est pas le petit GSS, boutique. qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est surface spécialisée, donc. D'accord. En je fait, crois c'est pour que les grandes surfaces, tu veux dire, c'est alors ça ? c'est pas les grandes Plus surfaces, c'est pas GS parce que GS c'est Ok. genre Carrefour, Leclerc, tout ça, c'est un petit peu en dessous. C'est genre D'où les Cultura, Cultura, ok. ouais, Cultura, Fnac, etc. Ah ok, d'accord, Voilà. j'ignorais ce terme. Donc chez Méga Bleu, effectivement, il va y avoir un jeu donc, avec Gilles Lasfar, notre troisième jeu ensemble, qui est un jeu donc rapidité action, Jumping Jack, où on va faire sauter des kangourous qui sont posés sur un tapis souple et on va les taper par-dessous, donc sous le tapis, donc sans voir, on va taper avec une baguette pour essayer de les faire sauter et les amener à nous pour marquer des points, bien évidemment. Et donc voilà, c'est un jeu très simple, très tonique, ça se joue en 5 minutes. En fait, l'expérience de jeu un petit peu à la Hypoglouton ou à Looping Luis qui tourne comme ça, on retrouve un petit peu ça et donc c'est sympa, c'est très excitant pour les enfants et souvent ça marche assez bien avec eux, quoi. D'accord, donc un jeu à mettre sous le Ouais. sapin pour la fin de l'année. Ok. Pour vos petits enfants, ça va être très bien. Ensuite, on va avoir et bien normalement du coup l'extension de Roa. Moi j'attends ça avec impatience. Déjà que Roa, on peut normalement faire pas mal de parties sans que ça soit tout à fait. Oui, on voit qu'il y a de la profondeur de jeu. Ouais. Il y a une belle profondeur de jeu. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à beaucoup jouer sur BGA à ce jeu-là, mais effectivement, on voit qu'on peut monter en niveau, on peut monter en profondeur et tout. Et ça va être assez intéressant. Et puis là, ce qu'on a fait avec Théo dans l'extension, c'est donner encore plus d'ouverture au jeu avec des entités différentes. Donc ceux qui ont l'habitude de jouer leurs entités, là on va pouvoir tout mélanger. Alors vous pouvez prendre les 7 entités qui remplacent les 7 anciennes, ou vous pouvez même mixer les deux, et vous allez voir, et ça mixe dans tous les sens. Et puis vous avez aussi des avatars de début de partie qui vous donnent des pouvoirs. Donc en fait, votre avatar a un pouvoir, et donc vous allez pouvoir choisir entre une face et l'autre, et donc ils ont un assemblage de pouvoirs, ils ont 2 pouvoirs à chaque fois, que vous allez pouvoir assembler. Ça va apporter un peu d'asymétrie. Ouais, ça va apporter de la symétrie. Plus de scoring encore. Ouais, et puis surtout des variantes différentes, en fait. Vous allez pouvoir varier tout ça. Voilà, donc ça va faire beaucoup d'ouverture au jeu. Donc ceux qui aiment Roa et qui veulent essayer de toucher d'autres voies stratégiques, là, ça va être fait pour eux, je pense. Ouais. Donc d'ici la fin de l'année aussi, ça, logiquement. Oui, normalement, okay. J'ai en tête novembre, mais ça, ce serait l'éditeur qui pourrait confirmer ça correctement, je pense. Ça va en faire combien, ça, sur 2023, des sorties parce que... Eh bien, si jamais From the Moon sort en début d'année prochaine, ça en ferait 6. Mais s'il sort en fin de cette année-là, s'il arrive à sortir en fin de cette année-là, ça en ferait 7. Et ça serait... Et alors, justement, comment tu fais pour allier... parce que comme ça prend énormément de temps, l'autorat, tu as un travail, je crois, à côté. Oui. Comment tu t'organises dans tout ça pour réussir à planifier alors ça, c'est le dilemme. Effectivement, quand on est auteur, en tout cas, moi, ce qui me manque le plus dans la vie, c'est du temps. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. Alors, effectivement, au début, comme je disais, on prend
beaucoup de temps pour faire les premiers jeux, puis après quand les jeux suivants arrivent, effectivement c'est plus simple à tirer les conclusions, essayer de trouver les solutions, etc. Donc là maintenant ça me prend beaucoup moins de temps de faire des jeux, en nombre de tests, en réflexion et tout ça, mais oui ça prend beaucoup de temps et donc il faut fabriquer les jeux, donc c'est pour ça que là tout à l'heure on parlait avec un futur auteur, il me demandait comment on fait pour fabriquer un jeu. Moi je le dis le plus simple, le plus rapide possible en fait. Le but pour moi c'est pas de faire joli, le but c'est de faire un proto, c'est d'aller direct au but pour voir si ça fonctionne, etc. Parce que j'ai pas le temps, mais peut-être que lui il préférera plastifier tout, etc. avec des jolies couleurs, etc. Voilà, moi j'essaie de faire les trucs les plus directs possibles et puis quand quelque chose marche, le montrer à l'éditeur que j'estime être le bon, ou au moins les éditeurs que j'estime être les bons, et puis essayer de les convaincre. Et s'ils ont un coup de cœur, allons-y, on est parti de l'aventure, quoi. Ouais, faut oser, hein. C'est vraiment ça le clé. C'est ce que tu donnerais comme conseil justement à des jeunes auteurs qui n'ont pas encore tenté l'aventure. Faut pas hésiter. En fait, il faut aller rencontrer les gens. Il faut rencontrer d'autres auteurs pour prendre des conseils certainement, ou pour avoir juste en fait leur ton, en fait, savoir leur histoire, comment ils ont fait. Et puis après, une fois que tu es là et que peut-être tu as montré ton jeu, puis les gens disent ouais, ton jeu il est bien, peut-être pourquoi pas aller pousser les portes d'éditeurs, les rencontrer aussi tout simplement sur les salons. En fait, on peut rencontrer les éditeurs sur les salons. C'est quand même pas si compliqué. Et puis là, ils vont faire des retours et les retours seront peut-être ouais, c'est bon, on est parti, ou peut-être un coup ton jeu il est pas mal, mais il faut faire ceci, cela. Et puis en entrecoupant tous ces retours qu'il y a là, peut-être ça permettra de faire évoluer le jeu, etc., etc. Alors, je te propose qu'on conclue ce podcast par un petit jeu, un portrait chinois ludique. Je vais te poser 3 questions. Voilà, tu réponds comme tu le sens. 3 questions, ok. Il n'y a pas de questions pièges. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur ton profil, finalement, de joueur aussi. Si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt un solo, un coopératif, un semi-coopératif, un compétitif? Ah non, je serais un compétitif. Non, je suis un winner. Oui, moi, ce que j'aime, c'est gagner dans les jeux. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les solos parce que souvent, je prends la place du joueur alpha. Donc, si jamais un solo, pas solo, un coopératif, si jamais il y a possibilité d'avoir un joueur alpha, mécaniquement, je tombe dedans et c'est un peu triste pour moi. Les solos, moi, je joue pas pour jouer tout seul. Donc, j'ai besoin de l'interaction avec les autres. En fait, je fais ce boulot d'auteur qui me passionne. C'est pour être avec les autres et tout, et donc jouer tout seul. D'ailleurs, j'arrive même pas à mettre devant un jeu vidéo. En fait, pour moi, j'ai pas d'intérêt en fait. Ouais, le jeu, c'est ensemble, quoi. Ouais, je veux jouer avec vous en fait, avec vous tous en fait. C'est ça le but. C'est pour ça que je veux créer des jeux. C'est pour vous offrir des expériences de jeu, quoi, et partager avec vous. Si tu étais une mécanique de jeu, si tu devais en choisir une, laquelle serais-tu? Alors, pose d'ouvrier, deck building, rôle caché. Ah, ça c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, alors là je suis pas très... Non, j'aime tout en fait. En fait, pour moi les mécaniques c'est vraiment des objets qu'on utilise, quoi. Donc j'ai pas envie de m'identifier à une mécanique. Pour moi c'est des outils, quoi. Donc non, je sais pas, j'aime beaucoup de mécaniques. Il y a des mécaniques qui me plaisent pas trop, mais j'aime beaucoup les mécaniques. Alors vas-y, quelle serait celle que t'aimes pas trop? Celle que j'aime pas trop, en fait il y a des trucs qui je trouve... Le deck building, par exemple, c'est quelque chose qui moi, m'a posé beaucoup de questions, spécialement dans les jeux experts, par exemple, ou dans les jeux initiés. C'est très bizarre parce que c'est quelque chose qui est extrêmement grisant. On achète des cartes, on les met dans le paquet, et on dit ça va être super quand j'ai telle carte et telle carte qui vont sortir, ça va comboter. Et en fait, ça arrive quasiment jamais, en fait. Parce que le hasard est trop gourmand parfois aussi. Et oui, c'est ça. Et donc finalement, le rendu de ce que ça donne par rapport... Et donc voilà, ça me questionne des fois où je me dis, voilà. Et donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a fait Roa avec Théo, c'est que ce fameux board building, c'est une manière de faire du deck building, mais contrôlable. C'est-à-dire qu'en plaçant exactement, je sais que tu as joué tout à l'heure, donc tu as vu, en plaçant exactement ces tuiles au bon endroit, c'est comme un deck building où tu te dis, tiens, je vais mettre ça et ça va commenter ensemble. Et oui, et tu sais que ça va arriver, et tu sais même quand c'est ce que ça va arriver. Donc tu peux maîtriser un peu mieux. L'anticipation, ouais. Pour moi, c'est presque un deck building pour initier ou pour expert, tu vois, c'est un peu une transformation de ça. Donc voilà, il y a certaines mécaniques qui me questionnent en fait par rapport à la cible qu'ils adressent. Par contre, pendant un clank par exemple, un deck building pendant un clank, ça marche très bien, parce que c'est pour ça qu'on est là. Oh, ça marche pas, si je l'aurais eu, j'aurais fait ça. Très bien, on est là pour rigoler et tout, c'est cool. Et voilà, donc je me pose des questions là-dessus. Mais voilà, pour moi, les mécaniques, c'est vraiment des outils et je juge pas trop, j'aime ou j'aime pas, c'est plutôt voilà. Ok. Troisième question, c'est si tu étais un illustrateur de jeu, lequel serais-tu? J'aime beaucoup, il y a certains illustrateurs que j'aime beaucoup, il y a Edinger que j'aime beaucoup par exemple. En fait, ce que j'aime beaucoup, alors c'est très personnel, hein, bien sûr. D'ailleurs, je suis pas très bon en illustration. Quand je parle avec des éditeurs, ils me disent ouais, c'est un peu moyen ton truc. Et donc c'est pour ça que j'ose pas trop dire, mais moi j'aime beaucoup ce qui est réaliste en fait. J'aime bien enfin pas réaliste en mode photo, mais des illustrations qui sont assez simples, qui sont très directes en fait. J'aime bien quand c'est où il faut demander aux joueurs qu'il ait en fait une connaissance
thématique ou préconnaissance. Oh, moi, je suis déjà, eux, ils sont perdus, moi aussi, je suis perdu avec eux, en fait. Les elfes, les machins, tout ça. En fait, c'est les gens qui connaissent pas, disent, je sais pas de quoi ça parle ton truc. Ouais, je suis gêné par rapport à ça. J'aime bien quand c'est très direct, très fluide, et donc j'aime bien tout ce qui est assez réaliste, en fait. Et donc, voilà. Donc tu dirais Eh ben, j'aime bien ce que fait Dutray, par exemple. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup ce que fait Dutray, par exemple, ce qui a été fait sur les Tribus du Vent. J'aime vraiment ça, vraiment. Ça me rappelle Nausicaa en plus, c'est un Miyazaki que j'ai adoré. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'a fait Dutray, j'aime beaucoup ce que fait aussi Edinger, par exemple sur les Seven Wonders par exemple. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ces traits-là. Voilà. J'aime bien quand c'est fluide, quand c'est propre, quand c'est direct. Voilà. Ok. La dernière question, c'est de savoir si tu avais quelqu'un à me proposer pour un prochain podcast dans le monde ludique qui tu aimerais entendre à mon micro. Est-ce que tu as déjà interviewé Corentin? Parce que j'ai pas vu tous tes podcasts. Non, pas encore. Oh bah vas-y, c'est quelqu'un c'est une patte, il est vraiment sympa. Je suis sûr que, en plus, toi comme lui, vous allez prendre beaucoup de plaisir à partager ce moment ensemble. J'en suis convaincu. Après, il est à Valence, donc il faut trouver l'occasion de le faire. Bon, on se trouvera bien sûr un festival, je pense. C'est sûr. Ok, ça marche, je note. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et ben merci en tout cas d'avoir généré cette occasion, et je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi, répondre à toutes tes questions, et puis d'avoir partagé ce moment de discussion. Merci en tout cas. Eh ben, écoute, au plaisir de se retrouver sur un festival, et je te propose qu'on termine le podcast comme on fait sur les vidéos et les podcasts. Ah ouais, bah merci. Avec la petite phrase habituelle, donc je vais te le répéter. Au jeu de Johan Goupy, tu joues ou quoi? Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. D'accord. Ça te va? Ouais, ça va. Alors au jeu de Johan Goupy, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi manifester votre soutien avec un grand super merci sur les vidéos. Dans le prochain épisode, je reçois à mon micro Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, les co-auteurs du jeu Les Toits de Paris, qui sort ce mois-ci chez Kiff Édition. Restez bien à l'écoute!